Désolé, je n'avais pas mis le micro. Alors peut-être que vous m'entendiez pas. Donc voilà, c'est corrigé. Il est Donc, passé. eh bien, bonsoir à tous. Ça nous permet de Bonsoir. la refaire, peut-être mieux alors. Donc voilà, je vous présente Nathalie. Nathalie qui m'accompagne Bonsoir. pratiquement dans toutes les conférences. Elle m'assiste, elle répond, elle note les questions parce que moi je ne peux pas les voir sur le chat. Et puis, mais Nathalie aussi, c'est pas que mon accompagnatrice pendant les webconférences, elle accompagne aussi d'abord les femmes à travers son programme Douceur et très bientôt les hommes. Mystère, soyez là présents. Vous verrez, elle apporte beaucoup, mais c'est aussi l'organisatrice des stages que j'anime. Et vous la retrouvez aux cuisines, celle qui prépare les recettes, qui prépare les repas et qui est là comme un chef d'orchestre au milieu de la cuisine. Et c'est elle qui vous permet d'avoir des repas absolument délicieux pendant les stages. Donc voilà, donc Nathalie, et qui va lire vos questions pour ce soir. Donc elle n'interviendra pas ce soir, pour si toutefois des personnes voudraient qu'elle intervienne. Alors, la paix au milieu du tumulte, cette paix que nous désirons tant, et pourtant, on peut dire que nous sommes dans une culture en fait où on cultive exactement son contraire. C'est très difficile, vous voyez. Comment vous dire, j'ai découvert la méditation, j'étais très jeune, j'avais 15 ans, et j'étais vraiment au milieu du tumulte parce que la vie que j'avais était, je dis souvent, ça ressemblait à un conte de Zola, et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Très jeune, je me suis dit, non, mais si c'est ça la vie, je préfère repartir, je veux pas de cette vie. Et c'est vrai que je me suis toujours un peu senti décalé quand j'étais jeune. Alors j'ai fait des études plutôt moyennes, et puis après j'ai travaillé pendant 3 ans dans le domaine technique, j'étais électrotechnicien, puis après j'ai repris mes études, j'ai fait une formation en psychologie selon le modèle universitaire américain, et puis parce que j'avais envie de comprendre comment réaliser ce bonheur auquel j'aspirais, que je sentais tout au fond de moi, mais qui ne faisait pas partie de ma vie, qui ne faisait pas partie de la vie des gens qui m'entouraient. Et je me suis dit, il doit certainement y avoir autre chose que toute cette agitation, ce stress qu'on voit, et de plus en plus encore aujourd'hui. Puis en plus, avec la situation actuelle, ça n'a pas arrangé les choses. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour trouver la paix au milieu de tout ce bazar? Donc j'ai consacré toute ma vie pratiquement à cette quête du bonheur, à la méditation. J'ai eu l'immense chance de rencontrer des grands sages de différentes traditions occidentales, orientales, surtout tibétaines. J'ai eu la chance de fréquenter Shimon Rinpoche, qui a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire, parce qu'on peut dire que il était cette force immobile, cette force tranquille au milieu du tumulte, justement. Et je trouvais que euh, quand je l'ai rencontré, pour moi, il incarnait la réponse que je cherchais depuis toujours. Vraiment, cette stabilité, cette tranquillité, on avait l'impression que rien ne pouvait le déstabiliser. Je l'ai fréquenté pendant une quinzaine d'années, et ça a été pour moi une source infinie d'enrichissement, de réalisation, de découverte, d'apprentissage. Et je peux dire qu'aujourd'hui, effectivement, je peux voir le tumulte avec beaucoup plus de détachement et beaucoup plus de recul. Alors, si on fait l'état des lieux, d'abord, pour commencer, aujourd'hui, dans nos cultures, il faudrait de constater qu'effectivement, euh, nous sommes des agités de la cafetière. Nous aimons le stress, nous aimons l'agitation, et en même temps, c'est elle qui nous fait souffrir. Et vous avez vu peut-être dans la bande-annonce, où je parle de mon tout dernier livre, qui s'intitule Tu peux désirer une chose et cultiver son contraire. C'est exactement ça. On ne peut pas désirer une chose, c'est-à-dire la paix, et cultiver son contraire, d'être tout le temps dans l'agitation, dans le stress. Et on a l'impression parfois que si on n'est plus stressé, on est un peu mort, si on n'est plus agité. Sauf que le problème, c'est dans l'agitation, justement, c'est difficile de trouver la paix, de trouver le bonheur. Et puis on nourrit, on entretient constamment cette situation. Donc à un moment, il faut s'arrêter. Et
Howard Cutler a dit une chose, c'est un psychiatre américain qui avait interviewé Dalai Lama. Il disait, ça ne vous viendrait pas à l'idée de planter un arbre en pleine tempête. Alors souvent, je vous dis ça parce que souvent les gens viennent me voir et c'est au milieu de la tempête qu'ils viennent me voir pour trouver la paix. Je leur dis, bon, on va d'abord apaiser tout ça. On va trouver un peu de stabilité, un peu de sérénité. On va essayer de créer tout ça parce que ça, il faut un peu apprivoiser ce cheval sauvage, surtout quand justement on a dans cette ébullition. Vous voyez, si je décris la vie de la majorité des gens aujourd'hui, le matin, ils se lèvent vite, vite, vite pour prendre leur petit déjeuner, ils avalent vite, vite, vite leur petit déjeuner, ils courent vite, vite, vite à leur travail, ils vont vite, vite, vite à leur travail, ils font vite, vite, vite leur travail pour rentrer vite, vite, vite à la maison, pour s'occuper des enfants vite, 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 les mettre au lit, etc. Puis, vous voyez un peu le scénario. Alors, je schématise un petit peu, je sais que chez certaines personnes, c'est un petit peu plus tranquille que ça. Et puis, le problème, c'est qu'on est obligé de compenser. Donc, on est obligé d'aller faire, on va faire du sport, on va faire, parce qu'on a besoin de retrouver ce bien-être, d'essayer d'échapper à ce stress, on a besoin d'oublier, mais souvent ce sont que des modes de compensation. On va au cinéma, on se lance dans plein, plein d'activités, on a plein de divertissements pour essayer de se détourner de ce stress. Sauf que ça ne fait que nous détourner juste l'espace d'un instant, et puis après, ben, on retrouve notre histoire exactement là où on l'a laissée. Il n'y a pas de paix, ou alors, effectivement, malheureusement, comme beaucoup de personnes, c'est un petit peu le remède facile. C'est-à-dire, on va prendre des anxiolytiques, ce genre de choses, pour essayer de trouver cette tranquillité, mais ce ne sont que des pis-aller parce que ça n'agit qu'en surface, pas en profondeur. Cet enracinement, on ne va pas le trouver comme ça. Ça m'a fait penser, vous voyez, aujourd'hui, le thème de ce soir, j'ai vécu la tempête en 1999, il y a eu une tempête extraordinaire. J'habitais Strasbourg à l'époque, et on avait annoncé, moi j'ai vu, j'étais dans un immeuble, c'était impressionnant, vous voyez, tout qui volait, c'était extraordinaire, des objets qui passaient par-dessus les immeubles, c'était assez impressionnant. Et puis surtout, le désastre après, des forêts entières complètement couchées, notamment des forêts de sapins, des arbres qui avaient été complètement couchés, et sauf quelques-uns qui sont restés debout. Et ceux qui sont restés debout, bah, devinez, c'était lesquels? Bah, ceux qui avaient des racines profondes. Et les autres, eh bien, c'est un peu justement, on les fait pousser très vite pour, vous savez, les forêts d'exploitation qui ont finalement très peu de racines, n'ont pas le temps de s'enraciner. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tous nos modes de fonctionnement, regardez, on va faire pousser des légumes très vite, sauf qu'il n'y a plus de vitamines dedans, il n'y a plus rien pour se nourrir. On a créé un mode de vie assez extraordinaire qui va complètement à l'opposé de la nature. Et aujourd'hui, on s'est tellement éloigné de la nature, on s'est tellement coupé de la nature que, en artificialisant notre vie, on ne se rend pas compte que on s'est complètement déraciné. Alors quand on dit on n'est plus connecté à la nature, ça veut tout simplement dire aussi on ne respecte plus nos rythmes biologiques. Si vous regardez un animal, il vit complètement en harmonie avec la nature, il respecte ses rythmes. Quand il a besoin de se reposer, il se repose. Quand il a besoin d'activité, il se met en activité. Et nous, on ne sait plus faire ça. Notre vie est tellement devenue artificielle. Alors c'est pour ça qu'au début, quand on se lance dans une démarche, dans une pratique comme celle-là, au début, c'est un petit peu difficile parce qu'on se rend compte à quel point on est décalé par rapport à nous-mêmes. On est complètement décalé, cette vie artificielle où, regardez comment on nourrit ce stress, on est tout le temps à regarder la télé, à regarder des films très émotionnels, on est toujours dans l'émotion. D'ailleurs, on est un peuple très émotionnel. Les Occidentaux. Et surtout les Occidentaux, on est très très émotionnels, on s'agite en permanence. Le stress, regardez, c'est devenu presque un mode de vie. Et souvent, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont stressés. Ils vont leur dire, mais vous êtes très stressé. Ah non, moi, je ne suis pas stressé. Et c'est assez extraordinaire. Et, euh, et puis, l'Internet, qui fait rien pour arranger, souvent des jeux, on fait beaucoup d'activités, et on trouve pas, on n'arrive plus à s'apaiser. Et le problème, c'est que l'agitation appelle l'agitation. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'agitation, on est un peu des drogués, en fait. On a besoin de cette drogue. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester tranquilles. Si vous les invitez à rester vraiment tranquilles pendant un moment, ils ne tiennent pas en place, il faut qu'ils s'agitent.
C'est comme si cette tranquillité, ça leur faisait peur. Et je pense que nous sommes un peuple qui a très très peur du vide. Alors, comment justement trouver la paix dans ce tumulte? Eh bien, il n'y a qu'une façon de le faire, eh bien, c'est de s'entraîner à la stabilité. Et comment on va faire ça? Eh bien, il y a tout un entraînement de l'esprit, pour ceux qui me suivent, qui connaissent déjà, puisque j'enseigne la méditation depuis 1987, donc ça commence à faire un petit peu d'expérience. J'anime des stages aussi, et je sais notamment dans les stages, c'est de créer cette espèce d'oasis où les gens vont pouvoir vivre vraiment profondément cette paix, cette sérénité, de s'en imprégner, parce qu'on a besoin aussi repères. Quelqu'un qui est très très agité et qui ne sait pas ce que c'est que la paix, qui ne sait plus ce que c'est que la paix, à part à travers justement des médicaments ou des choses comme ça, ou des échappatoires. Parce que, par exemple, vous faites du sport, vous faites beaucoup de sport, et puis après, vous avez un moment de paix, qui ne va pas durer. Le temps de... Parce que vos muscles ont été tendus, ils se détendent après, vous avez un moment, une phase de relaxation, de détente, et donc vous pouvez ressentir une paix. Mais c'est pas stable, ça ne dure pas, parce que dès que vous allez retrouver des conditions de stress, des conditions d'agitation, eh bien vous allez retrouver cet état d'être assez rapidement. La paix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui s'acquiert justement en apprenant à ne plus laisser, ne plus suivre, d'une certaine manière, ne plus suivre ses pensées, ne plus suivre cette agitation. Il faut trouver ce point central, cette stabilité en soi-même. Et comment on va faire? Ben, c'est par l'entraînement de l'esprit. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous mettre de la musique sur les oreilles, vous pouvez, aujourd'hui, on vend des casques, on vous propose de mettre des sons, de vous mettre en état alpha, on vous propose toutes sortes de gadgets aujourd'hui, mais si vous êtes honnête avec vous-même, ça ne marche que le temps où vous l'écoutez, où vous le faites. Même certes, je suis plutôt favorable parce que ça fait du bien, mais ça reste très limité. Et cette stabilité reste quelque chose d'extrêmement fragile qui va être facilement balayé par les circonstances adverses. Si justement vous êtes à votre travail, quelqu'un vous lance un mot malheureux, ou il y a d'un seul coup il y a un coup de bourre, etc., eh bien vous allez être emporté par ce stress parce que c'est pas stable encore. Et donc, cet entraînement de l'esprit, justement, va consister justement à acquérir euh, cette base stable. Parce que si vous regardez, c'est juste un fait d'observation, si vous regardez en vous-même, vous pouvez voir que finalement votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées et donc forcément aux émotions qui leur sont liées. Et vous devenez littéralement vos pensées, vous devenez littéralement vos émotions, sans autre possibilité que de les subir. C'est pour ça que souvent on dit on est emporté dans ces émotions et on a l'impression qu'on peut rien faire. Mais si, justement, on peut faire énormément de choses. Et là, vous avez une faculté extraordinaire qu'on possède tous, c'est l'attention. Alors l'attention, elle peut être tournée vers l'extérieur, mais elle peut être tournée vers nous-mêmes. Alors c'est un mot que vous avez entendu parler, aujourd'hui on appelle ça la pleine conscience. Mais finalement, la pleine conscience n'est rien d'autre que le développement de cette précieuse faculté qui est l'attention. Et cette attention, justement, elle va permettre à la conscience de, de nous amener à plus de stabilité, à rester là où vous êtes pleinement. Alors certains appellent l'instant présent, je n'aime pas trop parce que ce ne sont que des concepts. En réalité, on est là. La notion de présent, passé et futur, ça c'est quelque chose de très relatif. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dessus. Mais le plus important, c'est vraiment d'entraîner cette conscience à demeurer, à rester là, ici, là où vous êtes maintenant. Parce qu'il y a une chose que vous pouvez constater, même si vous êtes perdu dans vos pensées, vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes maintenant. Sauf que vous n'en avez pas tout à fait conscience. Donc, l'attention va nous permettre justement d'acquérir cette stabilité et de ramener l'attention constamment ici et maintenant. Et là, nous, on a tout un entraînement de l'esprit à travers 3 cycles de formation. Le premier cycle est entièrement consacré à l'entraînement justement de cette forme d'attention. On va utiliser différents supports, que sont le corps, que sont l'esprit aussi lui-même, que sont la respiration, etc. Puis on va approfondir sur 7 semaines de cours, et ça va permettre dans un premier temps d'acquérir cette stabilité et de commencer à voir qu'on peut avoir ce subtil détachement par rapport à soi-même, par rapport à ses pensées, par rapport à ses émotions. C'est un petit peu comme si on se regardait soi-même finalement.
Et on peut commencer à voir qu'on a cette capacité finalement à ne plus suivre nos pensées et à les laisser passer tout simplement dans le champ de conscience. Et les émotions qui leur sont liées, on va avoir la même attitude, on va être capable de voir nos émotions, tous ces événements mentaux finalement, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel. Et nous, on est là et on assiste à ce spectacle qui se produit finalement en nous-mêmes. Alors certains parlent d'une position de spectateur, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus subtil que ça, parce qu'on sait qu'on est euh, euh, ces pensées, ces émotions nous appartiennent bien. Et comme disait Kimby, d'ailleurs, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que vous avez très peu conscience de vos pensées. Et, euh, et cette pratique va permettre justement, en ayant ce recul salutaire par rapport à soi-même, de mieux voir justement ses pensées, mais en même temps de ne plus leur donner autant de pouvoir. Ça, c'est la première chose à faire. C'est vraiment probablement la chose la plus importante à faire, je dirais. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous aider à être de plus en plus là, d'acquérir cette présence, en fait. Vous allez avoir de plus en plus de présence. D'ailleurs, vous voyez, il y a des personnes, on dit, ils ont de la présence. Et là, vous allez avoir cette présence vis-à-vis de vous-même. Mais ça, en même temps, plus profond que ça, hein. Comme disait Pema Chodron, cette pratique, c'est une façon d'entrer aussi en amitié avec soi-même, de commencer à changer son rapport avec soi, de commencer à être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Parce que cette forme d'attention, vous savez, dans la notion d'attention, il y a d'ailleurs une notion de bienveillance. Quand vous prêtez de l'attention à un ami, par exemple, vous allez le voir, il est à l'hôpital, il est alité, vous n'allez pas lui dire quoi que ce soit, vous êtes juste là comme une présence pour lui, de l'accompagner, et cette présence va lui être très bénéfique, il va sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, et ça lui fait du bien. Et bien cette présence, vous allez vous la donner à vous-même, vous la portez, et ça va commencer vraiment à changer votre rapport à vous-même, et vous allez commencer peut-être à vous apprécier, à avoir cette forme de respect, d'amour, de compassion à l'égard de vous-même. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que le rapport qu'on a finalement avec l'extérieur et avec les autres notamment est directement teinté par le rapport qu'on a avec soi-même. Quelqu'un qui a peu d'estime de lui-même va avoir des relations très compliquées, très difficiles, se sentira facilement attaqué. La personne qui manque de confiance en elle, par exemple, elle va être facilement froissée par une remarque ou un échec, ça va complètement l'effondrer. Alors qu'au contraire, une personne qui s'est construite justement à travers ce genre de démarche, une meilleure appréciation d'elle-même, un peu plus d'amitié envers elle-même, de respect, et donc va accroître sa confiance en elle-même, va faire qu'elle se laissera moins happer par ces circonstances adverses. Ensuite, on peut évidemment approfondir, et là on verra qu'il y a de très nombreux antidotes qu'on peut appliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui euh, viennent perturber notre esprit, notamment toutes ces émotions qui viennent à la faveur de circonstances extérieures, vont se réveiller, vont s'élever à la conscience et vont venir perturber cette tranquillité, cette sérénité. Parce que le problème, je pense que j'ai oublié d'aborder un point qui me semble très important, c'est que nous, on attribue les causes de notre souffrance et de nos difficultés à l'extérieur. En fait, l'extérieur est finalement tout simplement le révélateur de ce que nous portons en nous. Si par exemple, une personne, comme je viens de le dire, vous fait une remarque désobligeante et que ça vous blesse, ben, ça met en évidence que vous êtes facilement blessable. Et si vous êtes facilement blessable, c'est fort probable parce que vous manquez de confiance en vous-même, que vous manquez d'estime de vous-même, et qui fait que cette situation extérieure, en apparence adverse, euh, qui semble être la cause de votre souffrance finalement, n'est rien d'autre que le révélateur justement de ce que vous portez en vous. Alors vous allez me dire, dans les grandes agressions, etc., il y a peut-être quelque chose qui fait que on n'est peut-être pas avec certaines personnes par hasard, justement, et on va voir à quel point il y a un phénomène peut-être de résonance qui fait qu'on va rencontrer telle ou telle personne, qu'on va s'associer à telle ou telle personne, parce que justement, euh, on voit l'histoire des manipulateurs, des manipulés, des pervers narcissiques, etc. Mais une personne qui est facilement manipulable, alors ça ne veut pas dire que ça dédouane la responsabilité du manipulateur, pas du tout. Mais on va voir que le manipulateur, finalement, ne peut manipuler que des personnes, justement, qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc si au contraire, et on le voit d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand une personne commence à avoir un peu plus confiance en elle, eh bien, elle ne se laisse plus manipuler justement par le manipulateur. Et comme je dis souvent,
pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime, et lorsqu'il n'y a plus de victime, eh bien, il n'y a plus de bourreau, le bourreau il est au chômage, ça ne marche plus. Donc, euh, donc on voit à quel point c'est important cette démarche, ce rapport qu'on a avec soi-même. Donc là, on va voir qu'il y a un certain nombre d'antidotes qui vont nous aider justement à nous libérer de ces facteurs, comme les bouddhistes appellent les facteurs perturbateurs de l'esprit, que sont nos diverses émotions négatives, qui sont la peur, la colère, la jalousie, etc. Et on va voir qu'on peut effectivement s'en libérer, non pas par la force, mais au contraire par justement la bienveillance, le respect envers soi-même. Et on verra par exemple dans la deuxième formule, le niveau 2 de la formation, on aborde même la notion de culpabilité parce que c'est un obstacle majeur à l'épanouissement de la personne. C'est une source d'anxiété, d'angoisse, de perturbation très, très importante qui nous empêche justement de reconnaître en plus nos erreurs et d'en tirer bénéfice, de tirer bénéfice de nos expériences. Il y a des pratiques où on apprend à s'accepter pleinement, à accepter d'abord ce qui est positif en nous, parce que nous avons tous des, comment dire, des talents, nous avons des qualités humaines, mais souvent on n'en a même pas conscience. Mais dès qu'on va justement ouvrir sa conscience à ces qualités que nous portons, eh bien ça va accroître justement cette estime de nous-mêmes. Et donc, on va s'ouvrir un peu plus. Et puis, on va apprendre aussi à poser un regard très différent sur tout ce qu'on considère comme étant négatif en nous-mêmes, comme la colère. On va voir que la colère, finalement, quand on apprend non pas à la combattre, mais apprendre à l'accueillir avec cette saine distanciation, mais en même temps cette bienveillance, eh bien, on va voir qu'elle cache souvent des blessures, soit de la peur, soit de la tristesse. Et donc, on va développer un rapport tout à fait différent avec nous-mêmes. Et puis, on verra, il y a toutes sortes de pratiques comme ça qui vont nous aider à renforcer la confiance en nous-mêmes, à renforcer notre motivation, à rétablir un meilleur équilibre entre toutes nos énergies. Et puis, le troisième volet qui est très important, c'est la réalisation de notre véritable nature. Parce qu'il y a une question fondamentale qu'on s'est tous à un moment posée dans notre vie, mais qu'on a mis de côté à cause des impératifs de notre vie, parce que ça venait peut-être contrarier nos impératifs, c'est qui sommes-nous réellement? Qui suis-je réellement? Et c'est une question pourtant qui est fondamentale, qui est très importante. Et cette question, quand on commence à la creuser et à lui donner réponse, elle commence à donner du sens à notre vie. Et ce sens est fondamental. Ce sens est très important parce que c'est ce qui nous permet justement de créer une vie heureuse, épanouissante, donner du sens même aux difficultés qu'on rencontre et parfois à des revers cuisants qu'on peut vivre, des échecs douloureux. Et c'est grâce à cette quête, à cette recherche qu'on peut avoir que euh, le fait de réaliser, d'avoir cette aspiration à cet accomplissement, à révéler notre véritable nature, va donner vraiment une d'autres couleurs à notre existence. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand notre vie a du sens, eh bien, on peut vraiment ressentir avoir un sentiment de bonheur, mais un bonheur vraiment profond qui ne dépend pas des circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises, mais qui émane de nous-mêmes. Parce que le bonheur, il est vraiment en nous-mêmes, il n'est pas à l'extérieur. C'est d'ailleurs Bouddha qui disait chercher chercher le bonheur en soi-même est difficile, mais le chercher à l'extérieur est tout bonnement impossible. Donc c'est bien quand on a vraiment ce genre de réalisation. Alors, je vais vous parler un peu plus après en détail des moyens à mettre en application. D'ailleurs, si vous attendez la fin, on va vous faire un petit cadeau justement pour vous aider dans votre accompagnement. Et je pense qu'il y a certainement des questions, donc je vais commencer à répondre à vos questions pour essayer de développer. Là, j'ai juste un peu survolé, et puis on va voir à travers vos questions comment on peut répondre. Oui, alors il y a quelques questions. Et vous pouvez, je vous invite à poser vos questions Et maintenant. vous pouvez continuer, oui, parce qu'il y en a. Donc, alors, Flo qui demande dans un univers anxiogène, comment fait-on? Même si tu as déjà Alors, répondu. je viens d'y Ouais, répondre, tu as mais c'est répondu. très important. Euh, il faut vraiment, à un moment, se dire et de l'accepter, même si c'est pas facile, parce que c'est vraiment une étape qui est fondamentale, se dire et d'accepter que mon bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, ne dépend pas des autres.
et que si les autres arrivent à m'atteindre, à m'affecter, c'est simplement, comme je viens de l'exprimer, simplement parce qu'ils trouvent écho en moi. Une personne vient me faire une remarque, me traite d'imbécile et ça me blesse, eh bien il est fort probable, effectivement, que je manque de confiance en moi-même, que je n'ai pas suffisamment. Et c'est quoi le manque de confiance en soi? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas assez conscience de mes réelles ressources, de ce que je suis, de qui je suis. Vous voyez, le fameux qui je suis est très important parce qu'à ce moment-là, une fois que vous vous connaissez mieux, que vous savez qui vous êtes réellement, vous avez plus conscience de votre vraie nature, on ne peut pas vous blesser. C'est pas possible parce que c'est. Euh, essayez d'imaginer que vous êtes, comment dire, vous êtes blanc et quelqu'un vous traite de nègre. Et vous dites, faut qu'il change de lunettes, celui-là, ça va pas vous affecter parce que c'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai. Mais quand bien même que vous soyez de couleur noire et que quelqu'un justement vous fait une remarque raciste, si vous avez vraiment confiance en vous-même, parce que moi j'avais des amis, j'avais notamment un ami très proche qui était antillais mais qui était très foncé. Au début, il disait c'était très dur, puis il a appris, ça lui a forgé le caractère, il s'est laissé de moins en moins impressionner. Et c'est quelqu'un qui a gagné en aplomb, parce qu'il a appris à s'aimer, à se respecter. Et je voyais devant des remarques, mais il restait tranquille, il savait que ça ne le concernait pas. C'était, et même, quand bien même, de temps en temps, bah, il disait, oui, si quelqu'un le traitait de black, bah, il lui dit, bah oui, t'as remarqué. Hein. Et puis il rigolait. Et vous voyez, ça a vraiment à voir avec le rapport que vous avez avec vous-même, et c'est quelque chose que vous devez vraiment soigner. Et je vais vous partager quelque chose. Quand j'ai rencontré Shiben Rinpoche et la communauté bouddhiste, j'ai découvert quelque chose avec eux qui a été très important pour moi, parce que chez eux, on apprend à l'enfant, dès son plus jeune âge, à être bon pour lui. Nous, on apprend à se préoccuper de l'image qu'on va donner aux autres. Ce qui n'a rien à voir, ça c'est très égocentrique. Alors qu'eux, ils apprennent à être bons pour eux. C'est-à-dire que, comme ils incarnent la vie, eh bien, ils prennent soin de la vie. C'est-à-dire qu'ils développent le respect, l'amitié envers soi-même, la compassion et l'amour. Et ça fait d'eux des personnes extraordinaires. Moi, j'ai passé du temps avec eux, je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, on a vraiment loupé quelque chose dans les cultures. Et j'ai appris justement à être bon pour moi, à me respecter, ce qui est vraiment très différent de la préoccupation de soi, parce que quand on se préoccupe de soi, on se demande toujours qu'est-ce que l'autre va penser de moi, on regarde son miroir, puis dès qu'on a une ride, on est complètement défait, si on se voit vieillir, bon, c'est insupportable, et puis si on se sent pas beau ou belle, on perd l'estime de nous-mêmes. Alors que là, ça n'a rien à voir, c'est que ça a tout à voir avec le respect de soi, l'estime de soi, l'amour altruiste envers soi-même. Et, euh, et quand on cultive ça, et c'est ce qu'on fait à travers les cours notamment, dès le départ, comme je dis souvent aux personnes qui suivent mes cours, je leur dis, le simple fait que vous vous accordiez 20 minutes par jour, un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que vous prenez enfin en considération, que vous vous occupez de vous. Et ça, c'est énorme. Combien, d'ailleurs, je vous pose la question, combien parmi vous arrivent à se prendre du temps, mais vraiment du temps pour eux? Je ne parle pas de passer devant la télé, c'est pas prendre du temps pour soi, mais vraiment prendre du temps à être avec soi et d'être une présence pour soi, de se reposer, de s'apaiser pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voire pourquoi pas une heure. Et ça fait un bien fou parce que ça permet de vous restaurer. Et c'est bon pour la santé en plus. Donc voilà, deuxième question. Bénédicte, à plus de 50 ans, peut-on se déprogrammer, entre guillemets, pour retrouver cet idéal de personne que vous promettez de nous aider à trouver ou à retrouver? Alors d'abord, je n'ai pas parlé d'idéal de personne, je n'ai pas fait de promesse, et je n'ai pas parlé de programmation non plus. Il ne s'agit pas de se déprogrammer, mais simplement de découvrir ce que nous sommes par nature. Et ça, c'est très important. Ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend dans nos cultures. Parce que nous, on est dans le faire, on est dans l'avoir, on est dans le paraître. Mais c'est impossible de trouver le bonheur. Vous ne le trouverez jamais. On est tout le temps en train de courir, courir, courir. Et là, c'est tout simplement, non pas de devenir, comme j'entends souvent dire, devenir une meilleure version de soi-même. Ça veut dire qu'on n'aime pas la version qu'on est, mais c'est pas une version, c'est de découvrir, vous savez, en deux mots, ôter la couverture, de révéler
ce que vous êtes. Parce que vous êtes déjà ce que vous cherchez. C'est juste que vous n'en avez pas conscience. C'est caché derrière tous ces obscurcissements mentaux, ces croyances, ces idées, etc. Donc on ne va pas déprogrammer quelque chose. On va montrer ce qui est. On va révéler ce qui est déjà là. Et c'est un peu comme quand je vais dans la nature. La nature, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Elle est magnifique, la nature. Regardez les oiseaux, les papillons, les insectes, tout butinent dans une parfaite harmonie. Il y a cette harmonie fondamentale. Euh, et on s'en est complètement coupé. Nous, on a non pas apprivoisé la nature, on l'a spoliée, on l'a domptée. C'est affreux. Alors que là, il s'agit d'apprendre justement à s'apprivoiser, à apprivoiser la nature en nous, et puis à révéler, encore une fois, ce que nous sommes. Donc pas de déprogrammation, pas de promesses, parce que c'est ce que vous êtes, il y a pas à donner de promesses, c'est que, voilà, et ça dépend avant tout de vous, de ce que vous allez faire pour vous-même. Comme me disait un jour un médecin qui était venu me voir dans mon cabinet, et il me demande, c'était une femme, elle me demande, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je lui dis, moi je peux rien faire pour vous, mais vous pouvez beaucoup pour vous-même. Et ne s'attendait pas à une réponse pareille, mais elle m'a dit, mais je suis reparti. Sur le coup, j'étais un peu interloqué, mais elle me dit, ça m'a plu finalement cette réponse, parce que je me suis dit, celui-là au moins, il essaie pas de m'embobiner, et il dit, maintenant, ça dépend de vous. Si vous vous prenez en main, alors il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et elle a fait toute la formation, elle était ravie. Donc voilà. Alors, Véronne 57, j'ai une bonne estime de moi, je me respecte et je suis Jusqu'où? sereine, mais le manque de respect d'autrui, souvent involontaire d'ailleurs, est une agression intolérable. Ouais, non. Vous voyez, c'est là où le bas blesse. Souvent, on se dit, j'ai une bonne estime de moi. Mais si l'autre arrive à me blesser, ça veut dire que justement, cette estime, alors, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas là, elle est là, mais euh, elle est facilement remise en question. Donc, ça demande un petit peu à creuser la question, parce que si vous avez réellement une authentique estime de vous-même, l'autre, il peut vous raconter ce qu'il veut. Ça ne va pas vous affecter. Vous allez même à la limite l'écouter en disant, il est fatigué aujourd'hui. Donc, ça ne vous atteint pas. Mais ça, c'est une question pratique. Alors, à moins de se voler la face et de se raconter l'histoire, mais c'est là où c'est intéressant. Oui, quand j'étais avec tous ces sages, c'était très intéressant parce qu'ils disaient toujours, l'autre, il nous donne une chance de prendre conscience de ce qui fait obstacle à notre bonheur. Donc justement, par exemple, une personne nous fait une remarque désobligeante, c'est très désagréable. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, de se dire oh, c'est pas très agréable. Mais ça me donne l'occasion, et on a presque envie de dire merci à l'autre de nous avoir insultés, parce qu'il est en train de nous donner l'occasion de nous libérer de ce qui, en nous, justement, a fait qu'on a ressenti ça. Parce que c'est ce sentiment désagréable, il vient bien de nous, il vient pas de l'extérieur, il vient pas de la remarque. La preuve en est, comme je le dis souvent, vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances exactement. Il n'y a pas une personne qui ressentira les choses de la même façon. Par exemple, justement, une remarque, la même remarque désobligeante, il y en a un, ça va le faire pleurer, l'autre, ça va le mettre en colère, l'autre, ça va complètement l'effondrer, et puis l'autre, ça va le faire rire. Pourquoi? Parce que ça ne l'affecte pas. Ils ne se sont pas concernés par la remarque que la personne fait. Manu, diagnostiqué hyperactif, je pratique la méditation guidée, mais c'est très difficile de se donner de l'espace dans le quotidien. Que faire pour appliquer à son quotidien? Ben, il n'y a pas de secret là, il faut justement essayer d'être, comment dire, un petit peu discipliné, mais pas discipliné dans le sens militaire du terme. D'ailleurs, j'ai entendu un sage qui disait, la discipline, c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique. Donc, ben, voilà, le truc c'est simple, vous simplifiez votre vie, vous éliminez des choses qui ne sont pas essentielles à votre bonheur et vous mettez en priorité votre bonheur, donc la pratique. Parce que c'est elle qui va vous conduire justement à ce bonheur auquel vous aspirez. Alors, Nicolas, il a plusieurs questions, donc j'en ai sélectionné deux. Bruno, comment savoir ce qui est vraiment bon pour soi? Vers quoi aller? Bah, ce qui est bon pour ça, c'est parce que ça va nous faire tendre de plus en plus euh, vers cette sérénité, cette joie. En fait, je dirais même que le repère, c'est la joie.
on a de la joie qui émane de nous. Je ne parle pas de cette joie superficielle où, je sais pas, vous apprenez que vous avez gagné le loto, bah, bien sûr, vous allez sauter de joie. Sauf qu'après, comme on dit, les études ont bien montré à quel point c'est juste temporaire. D'ailleurs, la preuve, c'est que 80% des gens qui ont gagné au loto retrouvent, on perd de tout en très peu de temps. Et, c'est une joie plus profonde, plus stable aussi qui émane. On n'a pas besoin d'exulter pour autant, mais il y a cette joie inhérente à la vie qui fait qui nous montre qu'effectivement on est vraiment sur la bonne voie, qu'on pratique. Et comme disait Dalai Lama, j'ai adoré cette phrase, je l'ai fait mienne, il disait la bonne pratique, c'est celle qui marche. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. J'aimerais attirer de belles personnes bienveillantes dans mon Alors bah, entourage. c'est simple, j'ai répondu à cette question, c'est que plus vous serez une bonne personne pour vous, plus vous allez attirer à vous les personnes qui correspondent. Il n'y a pas de secret, je pense que si on comprend ce que c'est que l'interdépendance, et je parle de l'interdépendance subtile, c'est-à-dire que, alors certains parlent de vibration, de niveau vibratoire, etc. Mais bon, j'ai toujours un peu peur qu'on se perche dans des trucs un peu philosophico-spirituels. Mais néanmoins, on verra que euh, une personne qui manque d'estime d'elle-même va inévitablement rencontrer des personnes qui vont nourrir ce manque d'estime d'elle-même. Donc justement, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de pas très bienveillant, qui aura tendance à faire des remarques désobligeantes, qui peut être blessant, etc. On se rend compte, et la psychanalyse aussi l'a mis en évidence depuis des siècles, à quel point toutes les personnes qu'on rencontre, on ne les rencontre jamais par hasard. C'est évident. Et donc, mais plus on va commencer à changer ce rapport qu'on a avec nous-mêmes, vous voyez à quel point, en fait, on est vraiment la source de notre propre bonheur, et bien on va voir que l'extérieur, lui, va changer. En fait, déjà, on va poser un regard très différent sur les autres parce que notre regard sur nous-mêmes va changer. Et puis, donc, euh, si vous éveillez votre compassion, votre bienveillance, votre altruisme, déjà envers vous-même et forcément envers autrui, eh bien, vous allez attirer tout à fait d'autres personnes qui seront justement tout à fait dans ce registre, qui ne cherchent pas à nuire, qui ne cherchent pas à être désagréables avec les autres parce qu'ils savent que ça n'a pas de sens. Au contraire, des gens qui prennent soin les uns des autres. Et c'est tout à fait ce qui se passe chez les personnes qui évoluent à travers la pratique. Lisa pose une question. Donc pourquoi on a autant d'hostilité envers soi-même malgré ses bonnes volontés et décisions? Et comment mieux être en amitié avec soi-même alors qu'on a l'habitude de se détester et de retourner la colère contre soi? Un jour, Dalai Lama donnait une conférence, ça date déjà, c'est très très vieux, et c'était au début qu'il arrivait en Occident, et une personne lui a posé une question sur la haine de soi. Et il a demandé au traducteur de répéter, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir compris. Et il ne savait pas ce que c'était que la haine de soi. Parce que pour lui, ça n'a aucun sens de se haïr. Et il ne comprenait pas. Bon, après, en connaissant mieux l'Occident, il a compris. Et c'est quelque chose qui n'avait pas de sens pour lui. Parce qu'il disait, pourquoi est-ce qu'on devrait se haïr? Pourquoi on devrait haïr la vie qu'on incarne? Pour les bouddhistes, ça n'a vraiment aucun sens. Euh, pour un sage, d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Parce que je suis la vie, parce que s'aimer, c'est aimer la vie que j'incarne. Par contre, si on se juge, si on porte des jugements de valeur à son égard parce qu'on n'a pas été très approprié dans de nombreuses situations, et c'est ça qui peut gréver notre estime de nous-mêmes, à ce moment-là, il convient effectivement d'entreprendre une démarche qui va nous amener à cultiver un peu plus ce respect envers soi-même, d'avoir un peu plus d'estime de soi, et ça, c'est par la pratique, la pratique, la pratique, à force, et on perd ses raisons justement de se détester, on perd ses raisons de se haïr, on perd ses raisons de ne pas se faire confiance, et on commence à s'ouvrir justement à ses qualités humaines personnelles. Il y avait un deuxième aspect de la question, je crois. Ah mince, Bon, c'est pas grave. Donc voilà, mais bon, globalement, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment important. C'est vraiment de prendre sa vie en main et de prendre soin de soi avec. C'est la pratique. Parce que en Occident, le problème, c'est que je constate qu'on est beaucoup des consommateurs spirituels.
Dans le sens où on va voir des tas de guides, on achète des tas de choses, des gadgets de toutes sortes, pour essayer d'aller mieux, mais ça reste très superficiel. On butine, on est un petit peu comme dans un supermarché, on se dit tiens, je vais faire un petit peu de Qigong, je vais faire un peu de Tai Chi, je vais faire un petit peu de massage, je vais faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais il y a rien, on n'approfondit pas. Et surtout, on n'acquiert pas assez de connaissances. Ça ne peut se faire que par la pratique régulière. Mais dès que je parle de pratique régulière, euh, ça aussi c'est un problème en Occident parce que nous, on a un gros problème avec les disciplines. La discipline est associée à la contrainte. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, la discipline, c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique. C'est la régularité est indispensable parce que, je veux dire, vous ne saurez jamais faire du piano en faisant deux trois sons par-ci par-là, c'est évident. Vous ne saurez jamais parler couramment anglais en prenant une leçon par-ci par-là et puis le reste du temps sans rien faire. Parce que votre cerveau a besoin d'acquérir des mécanismes. Il faut savoir qu'au niveau du cerveau, vous avez des connexions nerveuses qui vont se faire par l'apprentissage, par tout ce que vous allez apprendre. Et ça va s'installer en vous-même. Eh bien, c'est pareil. Comme disait Dalai Lama, le bonheur, c'est une habitude. Mais il faut l'apprendre, cette habitude. Et l'habitude, elle se renforce par la force même de l'habitude. Et ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que plus vous êtes en colère, plus vous nourrissez la colère, plus vous la faites exister. Mais l'inverse, c'est exactement la même chose. Alors, Coco Lali, j'ai vécu le deuil de ma maman à ce moment que mes amis se sont éloignés, malgré que j'avais besoin d'aide et de soutien. Et je voudrais savoir comment se refaire des amis et des liens sociaux, car la solitude m'envahit. Mais je pense y avoir répondu. Ouais. Les rencontres se font quasiment d'elles-mêmes parce que l'autre, comme disait une psychologue, l'autre c'est le cadeau que vous vous faites. Donc à un moment, vous commencez à vous faire des cadeaux. Vous faites des cadeaux à travers les autres. Les autres sont vos cadeaux. Sont les cadeaux que vous faites parce que vous vous aimez suffisamment pour créer des liens heureux avec les autres. Des liens fondés sur la bienveillance, fondés sur le respect, sur le sens de l'amitié. Et donc ça prend une toute autre tournure au lieu euh, de recevoir des coups, des maltraitances ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un moment, peut-être que vous, pour ceux qui ont vécu ça d'ailleurs, arriveront à une saturation en se disant ça y est, j'en ai assez, je me suis fait assez maltraiter pour me dire maintenant je vais peut-être m'offrir un meilleur cadeau quand même parce que à un moment c'est important de vraiment de se respecter. Alors, Julia, j'ai retrouvé une certaine paix dans ce tumulte. Comment gérer un entourage toxique qui met la pression en permanence? Faut-il s'en éloigner? Oui, oui, je pense à un moment il faut s'éloigner parce que ça n'a plus de sens. Mais un jour, j'ai une cliente qui est devenue une amie d'ailleurs à l'époque, et quand j'avais mon cabinet, qui venait et qui était entourée de gens qui s'adonnaient à la drogue. Et elle aussi. Donc la fumette était fréquente, était très présente. Et puis en pratiquant devant chez moi, elle avait de moins en moins envie de s'adonner à cette pratique. Mais elle me dit, le problème c'est que je suis en train de perdre mes amis parce que moi je ne fume plus, ils ne comprennent pas. Et je lui ai cité d'ailleurs un proverbe chinois, je lui dis, il y a un proverbe chinois qui dit, si tu as perdu un ami, rassure-toi, c'en était pas un. Et je lui dis, j'ai pris l'exemple de l'alcool aussi, c'est la même chose. Je veux dire, si tes amis s'adonnent à l'alcoolisme et, euh, et se détruisent, parce que c'est une forme d'autodestruction, l'alcool ce genre de drogue, c'est une forme d'autodestruction, même si on la justifie en disant, ouais, on fait ça, on est entre copains, c'est la fête, c'est machin, etc. Mais on sait très bien que ça entraîne des lésions cérébrales irréversibles. Et l'alcool, on en connaît les effets, ça sert à rien de se voiler la face. Et à un moment, je dis, mais je veux dire, si tes amis boivent, tu vas te mettre à boire. Si demain ils décident d'aller se suicider, tu vas te suicider avec eux. Je veux dire, et à un moment, il faut savoir faire la part des choses, dire, maintenant, je vous laisse, parce que vous avez l'air tellement attaché à euh, ce mode de vie, mais moi c'est plus le mien, je me reconnais plus du tout dedans, et donc il faut pouvoir vous éloigner à ce moment pour construire et aller vers d'autres personnes justement qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas destructrices ou autodestructrices. Alors, je sais pas, il y a Luc Divine qui pose une question.
je ne sais pas si tu peux y répondre, Vas-y. c'est comment s'éloigne-t-on d'un ex-mari pervers narcissique toxique après, alors que et que nous avons 3 enfants en commun? Alors, est-ce que vous êtes déjà séparés? Là, j'ai pas d'informations. Si vous êtes déjà séparés, C'est un ex-mari, donc je pense que ouais, si c'est c'est un compliqué. ex-mari, donc bah, il y a des choses avec lesquelles vous êtes obligé de composer, mais je pense que là, à mon avis, il y a une démarche à faire d'abord envers vous-même. Vous avez réussi, vous avez suffisamment de respect et d'estime de vous pour l'avoir quitté. Maintenant, il faut renforcer cette estime de vous-même. C'est confiance en vous-même pour avoir l'aplomb nécessaire pour donner réponse à ces attaques, à ces remarques, etc. Parce que effectivement, chez les manipulateurs, chez les pervers narcissiques, ils trouvent toujours la faille pour arriver à blesser, et faire en sorte justement quand votre estime de vous-même sera suffisamment stable et forte, il ne pourra plus vous atteindre, ça ne marchera plus. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, une question de Lily Lambert. Je ne me Alors, je ne me sens pas concernée quand je ne connais pas bien la personne. Mais quand c'est une longue amitié qui soudain vous lapide sans débat pour une divergence d'opinion sur par exemple la crise sanitaire et politique. D'ailleurs, vous ne touchez pas un mot sur cette désastreuse division de la population qui se retrouve également dans le cercle familial et amical. Je n'ai fait que ça dans le cadre de l'activité de Planète Altruiste. Ça m'a valu d'ailleurs des remarques pas toujours très agréables. Là, on est dans le cadre d'une webconférence sur la réalisation personnelle, donc je n'aborde pas ce sujet ici qui est trop délicat, trop épineux. Il faudrait que je consacre une conférence là-dessus. Mais je me suis vraiment engagé dans cette position et je trouve extrêmement regrettable l'attitude du gouvernement qui crée des discriminations, qui a un comportement excessivement autoritaire. Mais bon, c'est pas le débat de ce soir. On aura l'occasion. Euh, Maintenant, c'est encore une fois, si on arrive à se séparer, il faut se demander est-ce que le lien était si solide que ça. Si on arrive on n'arrive pas à se retrouver, eh bien c'est bien triste parce que moi j'ai eu à me séparer d'aucun ami, d'aucune personne de mon entourage, même s'ils avaient leur point de vue, parce que je crois qu'une amitié ne se construit pas sur un point de vue, ne se construit pas sur une opinion, mais se construit sur un sens profond, réel d'amitié. On peut avoir des points de vue divergents et les respecter mutuellement les uns les autres. Et c'est pas pour autant que je pense que l'erreur qu'on commet souvent, c'est aimer quelqu'un, c'est être d'accord surtout avec lui. Donc, c'est très compliqué, c'est très difficile, parce qu'on a tous des divergences d'opinion. Ou alors, effectivement, il faut essayer de se lier à des personnes qui partagent à peu près nos idées. C'est vrai que ça facilite les choses, c'est beaucoup plus aidant, mais après, ça, c'est un autre débat. Donc, je regrette de ne pas pouvoir en dire plus. Alors, Paola, j'ai une famille que j'aime, un travail qui me passionne, mais je ne me sens pas complète, pas moi. J'aurais envie de tout quitter pour me recentrer sur moi, sur le bien-être de mon esprit. Comment faire? Ah ben, il n'y a que vous qui avez la réponse. Je ne peux pas répondre à votre place parce que si vous avez envie de quitter tout ça, je ne peux pas vous dire bah, allez-y, faites-le ou l'inverse. C'est un choix qui vous est tout à fait personnel. Je pense que la question est de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Alors je pense que j'ai résumé, je pense qu'on va arrêter là de répondre aux questions parce que je pense qu'on va retrouver à peu près toujours les mêmes réponses. Tout ce que je peux vous dire, et ça va résumer à peu près ce que je vous ai déjà dit. Il faut que vous ayez la conscience que si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer, comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat différent de celui que vous avez obtenu jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça va de soi. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que l'esprit est extraordinairement malléable. Et vous pouvez concevoir que si vous commencez à changer votre façon de concevoir justement, votre façon de penser, votre façon d'agir et votre façon de vous exprimer, vous pouvez avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est clair qu'on ne peut pas espérer un changement si on ne commence pas à se changer soi-même. Si je continue à me mépriser, à me mésestimer, si je ne prends pas de temps pour moi, pour prendre soin de moi, etc., comment est-ce que je peux espérer attendre vers le bonheur? Le bonheur, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et je pourrais même dire que tout ce que nous vivons ici et maintenant
est un aboutissement. C'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles nous participons directement ou indirectement. Et c'est là où nous avons un pouvoir extraordinaire. On n'a pas le pouvoir de changer les choses à l'extérieur, mais nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon de nous exprimer. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Souvent, les gens s'inquiètent de leur avenir. Mais ça ne sert à rien de s'inquiéter de son avenir si on continue justement à faire les mêmes choses. C'est ce que vous semez aujourd'hui qui est très important. Ce sont les graines que vous plantez maintenant qui comptent. Parce que ce sont elles qui déterminent votre avenir et pas le reste. Ce n'est pas votre passé qui détermine votre futur. C'est le regard que vous posez sur votre passé qui détermine l'avenir. C'est Aldous Huxley qui disait d'ailleurs, l'expérience, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment de distance, suffisamment de recul. Et quand vous avez suffisamment de recul, et c'est là où la pratique va être extraordinairement précieuse, parce que tant que vous êtes identifié à vos pensées, comme disait Jung, plus une pensée ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Eh bien, commencez à prendre de la hauteur, commencez à prendre de la distance par rapport à vous-même, pour voir en vous-même comment vous pouvez changer justement votre manière de penser. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait par la volonté, mais par... moi j'aime cette notion d'effort joyeux, comme disent les bouddhistes. Nous, l'effort est associé à la contrainte. Là, on pratique un effort joyeux, tout se fait dans le plaisir. Et vous allez voir justement qu'il n'y a pas à se contraindre, il n'y a pas à s'imposer. Souvent, j'entends le mot on travaille sur soi, on a l'impression qu'on va se faire violence, ça va être douloureux, etc. Alors que pas du tout. La démarche va nous aider à prendre conscience de ce qui est souffrance et de prendre conscience de ce qui est joie et bonheur, de cultiver l'un et d'abandonner l'autre. Et c'est la pratique régulière qui va nous aider à ça. Alors, je vous ai parlé justement des différents cycles de la méthode, et je vais entrer maintenant dans le détail. Dans l'air, je vous ai expliqué, et notre ami Loïc, derrière c'est lui qui est derrière la conférence, qui a les manettes de techniciens, va vous mettre une vidéo que j'ai réalisée sur les trois ingrédients principaux justement de la méditation. Parce que aujourd'hui, on dit tout et son contraire, c'est très compliqué de s'y retrouver. Le MBSR, la méditation pleine conscience, vous voyez, je vous ai parlé plutôt de l'attention, parce qu'aujourd'hui, c'est des termes souvent on a oublié les origines, le sens même de ces pratiques. Et quand moi je transmets aux gens, je leur dis, bah, vous prêtez de l'attention. Parce que souvent, la pleine conscience, on a l'impression qu'ils doivent faire un truc, je ne sais pas, faire de l'acrobatie, ou je ne sais pas quoi pour y arriver, alors qu'il s'agit juste de se prêter de l'attention. Mais il y a une façon de le faire. Et ça s'acquiert, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on propose nos 3 cycles de cours où vous êtes accompagnés au fur et à mesure, étape par étape. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai enseigné cette démarche pendant 20 ans en cabinet. C'est la copie conforme de ce que j'ai transmis pendant 20 ans. J'ai travaillé, j'ai été consultant pour France 3, j'ai vu travailler pour de très nombreux hôpitaux, j'ai formé énormément beaucoup de personnel soignant, je suis intervenu dans les entreprises pour un très large public aussi, j'ai travaillé avec une centaine de médecins qui m'envoyaient du monde quand j'ai élevé mon cabinet à Strasbourg. Et, euh, et je recevais les gens dans mon cabinet et il y avait ce programme de 3 cycles de formation. Le premier cycle dure 7 semaines. C'est un apprentissage très complet, justement, vous allez entraîner votre conscience à gagner en stabilité. Ça va entraîner de la détente, ça va entraîner de la paix, ça va entraîner de la sérénité, ça va vous aider à mieux gérer vos émotions, ça va avoir plein d'effets, et des effets extrêmement positifs aussi au niveau de la santé, parce qu'on sait très bien que plus on arrive à plus on permet au corps de se détendre, ça favorise les échanges se font beaucoup mieux, c'est un adjuvant thérapeutique de très grande valeur, puisqu'il y a une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat plus calmement, il y a un rythme, le métabolisme se ralentit aussi, ce qui est extrêmement bénéfique au niveau de la santé. Et puis, au niveau de l'esprit, ça a des effets extraordinaires, puisque là, maintenant, aujourd'hui, on le sait, combien la production d'alpha qui se produit automatiquement pendant la pratique a un effet sur l'équilibre mental de la personne et le renforce. Donc, cette pratique de cette semaine, ce qui est bien, c'est que vous recevez juste ce qu'il vous faut la première semaine. La deuxième semaine, on va un petit peu plus loin. La troisième semaine, on va un petit peu plus loin. Et c'est très graduel. Et comme ça, vous avancez tout doucement. Et vous êtes en plus accompagné, mais je vais y revenir. Ensuite, vous avez le deuxième cycle. Là, vous avez 12 semaines de cours, 12 pratiques qui vont vous être extrêmement utiles dans toutes les situations pour renforcer votre confiance en vous-même, pour renforcer l'estime de soi, pour vous libérer de la culpabilité, pour apprendre à vous accepter,
pour il y a même des techniques qui s'adressent au corps. Il y a toutes les techniques en contourage, comme la visualisation, l'imagerie mentale, etc. Et vous avez tout un ensemble de pratiques extrêmement positives. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos émotions aussi. Et troisième cycle, là, on aborde cette notion, vous savez, je parlais au début de la conférence, de réaliser ce que nous sommes par nature. Et là, vous avez 12 semaines de cours où on approfondit cette notion qui est fondamentale parce que c'est ce qui va vraiment donner du sens, de trouver la paix en soi-même, de prendre de la hauteur. Il y a toutes les notions d'impermanence, d'interdépendance, de véritable nature des phénomènes de l'esprit, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, etc. Tout ça est abordé, même si c'est déjà abordé dans les autres cycles, mais là on approfondit considérablement. Donc vous voyez, vous avez 3 cycles de formation très très complets, et après vous êtes complètement autonome, vous créez vous-même votre bonheur. Vous devenez autonome, et c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, et je trouve ça regrettable. Donc là, c'est très complet et vous êtes accompagné. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire partie d'un groupe de soutien. On a créé un groupe de soutien sur Facebook et les personnes viennent, se soutiennent, les anciens soutiennent les nouveaux. Moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe pour aider. On complète avec des vidéos aussi, des interventions. Donc il y a plein de choses comme ça qui se font. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà. Donc, C'est très voilà, riche, très c'est une complet. proposition. Oui. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Et si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Mais néanmoins, voilà, c'est une proposition. Ça fait 35 ans que cette expérience dure. Pour nous, c'est du bonheur. Et puis, c'est du bonheur visiblement pour tous ceux qui la pratiquent. On a des retours extraordinaires. Vous pouvez aller sur le site. Il y a plein de témoignages vidéo. D'ailleurs, Loïc peut vous en mettre sur le chat. Vous verrez. On vous enverra tout ça aussi par mail si vous le voulez. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Alors, vous allez me dire combien ça coûte. Très cher. C'est totalement inaccessible pour la plupart des bourses. Je plaisante. Normalement, oui, c'est vrai que ce sont des formations. Alors, juste avant que je continue, je voudrais juste que vous sachiez que l'activité de ressources et actualisation est étroitement liée à l'activité de l'association humanitaire Planète Altruiste. En fait, Planète Altruiste vit en grande partie grâce à Ressources et Actualisation, qui est un soutien important. Et les formations que nous donnons, les stages que nous donnons, permettent justement de soutenir l'activité de Planète Altruiste. Donc il faut savoir qu'une formation en général sont des formations, c'est vrai, qui ne sont pas toujours accessibles. C'est une formation comme ça, vous pouvez compter plus de 1000 euros l'ensemble de la formation. Là, c'est pas du tout le cas. Et en plus, ce soir, je vais vous faire un cadeau, justement. Je vous avais parlé d'un petit cadeau. Chaque cycle coûte 250 euros. Mais il n'y a quasiment jamais personne qui paye ça parce que moi, j'ai envie que tout le monde y accède. Alors, il n'y a pas longtemps, cette méthode était on offrait un prix réduit à 97 euros. Maintenant, on a été obligé d'augmenter parce que ça fait 15 ans qu'on fait le même prix, non, sauf que les charges, elles ne s'arrêtent pas. Donc là, on est passé à 107 euros. Mais ce soir, exceptionnellement, et jusqu'à demain soir, on va quand même vous faire un cadeau. Alors, attendez que je vous donne l'info. Voilà. Alors, vous allez sur le site Ressources et Actualisation. Mais lui, il va vous donner le lien aussi dans le chat. Vous allez sur cours, vous regardez, vous avez tas d'infos sur les différents cycles, vous regardez. Et si vous êtes intéressé, jusqu'à demain soir, vous allez utiliser le code Bruno. Et vous allez avoir chaque cycle à 87 euros. Alors il faut savoir juste une chose, parce que chaque fois j'oublie de le dire, ce code n'est utilisable qu'une seule fois. Ça veut dire que si vous le prenez par exemple le premier cycle ce soir ou demain, vous ne pourrez pas utiliser ce code, vous n'aurez plus de réduction pour les cycles suivants. Par contre, si vous prenez les 3 cycles, vous aurez la réduction sur les 3 cycles. C'est juste pour l'info parce que c'est vrai, les gens. Il peut y avoir des malentendus. Voilà, il y a des malentendus, donc je préfère être clair. On ne peut pas faire des prix aussi bas, c'est juste pas possible. Il n'y a personne quand vous allez voir le contenu. Alors, attendez, je retire le bandeau, hein, on va vous redonner toutes ces infos. Quand vous allez voir le contenu, l'accompagnement, parce que vous avez dans chaque leçon une présentation écrite, une présentation audio, un exercice audio, plus le suivi, et semaine après semaine, à chaque fois. Donc vous voyez, c'est vraiment très très complet. On a une appli, alors elle vaut ce qu'elle vaut, elle marche,
Mais on est en train de travailler sur une nouvelle appli, mais il faudra attendre le mois de mars pour qu'elle soit complètement opérationnelle. Mais néanmoins, vous pouvez avoir les cours aussi Et directement sur votre puis, téléphone et sur votre tablette. puis le petit plus, alors je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais une fois que vous êtes sur le groupe privé réalisation de soins, le groupe de soutien, Bruno intervient Oui, assez régulièrement aussi en direct, rien tout que à fait. pour vous. Voilà, tout à fait. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de décider. Vous, si ça vous intéresse, eh bien, jusqu'à demain soir, vous l'avez à 87 euros, puis après, bah, ça repassera à 107 euros. Donc à vous de décider. Bon, vous pouvez la prendre même à 107 euros, franchement, c'est tout simplement donné. C'est une démarche qui va vous servir toute votre vie. Et c'est ça l'intérêt de la démarche. Oui, C'est pas juste un bien-être ponctuel. C'est comme si vous allez, je sais pas, en centre, etc. Vous allez faire des séances, puis quand vous revenez, ben, vous êtes obligé de repayer. Là, c'est vraiment un accompagnement qui va vous apprendre à devenir autonome. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si pour toutes sortes de raisons, vous avez arrêté la méthode, puis dans quelques années, vous aurez envie de la reprendre, eh bien, vous ne pouvez pas payer. Vous ne la payez qu'une fois. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail, nous dire, bah, écoutez, j'aimerais bien la refaire. Et puis, vous avez accès. De toute façon, elles sont sur votre compte, mais on peut vous réactiver. Donc, voilà. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je suis désolé. Vous êtes peut-être un peu frustré, mais la mais réponse, globalement, j'ai lu certaines oui, questions, Bruno y a répondu, voilà. vous avez eu des pistes. Mais En effet, sachez que la réponse, elle va venir par votre pratique. Il exact. y a aussi, alors j'ai survolé, mais vous avez les stages aussi. Les stages, c'est quelque chose de, ça remplace pas un cours parce que le cours vous apprend à être autonome, mais le stage vous laisse une empreinte importante parce que vous êtes 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 jours en pratique dans un contexte tout à fait favorable. Vous repartez pas tout à fait comme vous êtes venu. Ça, je peux vous l'assurer. Et là aussi, plein de témoignages sur le site qui confirment. Voilà. Merci de votre Je voulais écoute. faire un coucou à tous nos stagiaires des Ah oui. retraites de méditation parce que vous étiez nombreux et on n'a pas pu vous dire bonjour les uns enfin, individuellement, mais vraiment un gros coucou à tous et à toutes. C'est un Voilà. plaisir de vous avoir ici. Merci, merci. Et puis à très bientôt, j'espère. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, vous envoyer un mail, on vous répond. Par contre, s'il vous plaît, téléphonez pas trop parce que notre pauvre assistante, elle s'occupe surtout des commandes et tout ça. Et des fois, vous lui posez des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Donc voilà, vous êtes vraiment nombreux. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié un truc très important. On ne peut pas prendre trop de monde. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, on va arrêter les inscriptions parce que nous, on veut assurer le suivi. Donc il faudra qu'à un moment, on arrête. Donc là aussi, il y aura un nombre limité. À un moment, ça va s'arrêter. Donc si vous voulez prendre la démarche maintenant, bah, allez-y. Voilà. Yes, avec plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.